C'est vraiment le pourquoi aussi, en dehors de la liberté que ça procure, j'aime beaucoup ce sport. C'est l'impression de vitesse qu'il procure. Quand tu as envie de faire de la compétition, tu le sais, et ça se retrouve, parce que ça se retrouve dans le sport, ça se retrouve à l'école, ça se retrouve avec les copains, des fois ça peut même être pénible pour l'entourage. Je pense que, encore une fois, le handicap a été une chance pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, je n'ai pas de limite. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui limitent les gens, tu vois, dans notre société. Les gens, ils pensent d'abord à leur échec avant de penser à réussir. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités comme l'invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Mathieu Bossredon. Alors qui est Mathieu Bossredon ? Si vous êtes corrézien, vous l'avez sans doute déjà croisé sur les routes. Mathieu pratique le handbike depuis l'âge de 14 ans et il est aujourd'hui un athlète de haut niveau d'envergure internationale. Au cours des années, à force d'entraînement, de travail et de persévérance, il va participer à de nombreux rendez-vous. Il est multiple champion de France, 3e au championnat du monde dans sa discipline et a participé aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Rien que ça. En écoutant ce podcast, vous allez connaître son parcours et comment il en est venu à pratiquer le handbike. Vous allez en savoir plus sur cette discipline, comment Mathieu Bossredon la pratique, quelles sont ses sources de motivation et où il trouve la hargne qui le fait avancer dans la vie et sur son vélo. On se retrouve à la fin de ce podcast pour les bonus. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Mathieu Bossredon. Bonjour Mathieu Vitra. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va. Je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. Ça faisait longtemps que je voulais te rencontrer parce que étant de Brive, moi aussi, je te vois passer parfois lors de traits d'entraînement en ville, à Brive ou en dehors de Brive, donc que ce soit effectivement sur les routes aux alentours. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce que c'est déjà que cette discipline, qu'est-ce que c'est que cette machine sur laquelle t'es. Et puis effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas super commun. Et comment ça t'est venu ? Et puis par ailleurs, pour avoir fait un peu de sport dans ma jeunesse, je suis toujours assez admiratif des sportifs qui ont pu accéder à une certaine élite nationale, voire internationale. Pour moi, ça a été un rêve pendant des années de pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Donc je suis toujours assez admiratif et j'ai toujours un grand respect pour ceux qui y sont arrivés, quoi. Merci Mathieu. Alors, dans un premier temps, avant que tu développes un petit peu sur ta discipline, est-ce que tu peux me raconter ton parcours et te présenter ? C'est pas un exercice facile, je sais. C'est pas un exercice facile, mais bon, je l'ai fait quelques fois. Ok. Donc moi, c'est Mathieu Bossredon. Je suis aujourd'hui sportif paralympique en paracyclisme. Le paracyclisme regroupe toutes les familles du vélo handisport. Donc là-dedans, on retrouve le handbike qui est mon vélo à 3 roues où on pédale avec les bras. Et il y a également du tandem, donc pour les déficients visuels, et du vélo solo pour les gens qui ont des amputations, des membres inférieurs, etc. Donc ça, c'était pour la partie technique du vélo. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis père de famille, je suis marié. J'ai démarré le sport à l'âge de 6 ans. Donc 2 ans après être tombé handicapé, parce que j'ai eu mon handicap à l'âge de 4 ans et demi. Donc suite à un hématome médulaire. Un hématome médulaire, c'est une compression de la moelle épinière. C'est-à-dire que c'est une sorte de bleu qui est venu petit à petit comprimer la moelle épinière et créer une paralysie. Donc de 4 ans à 6 ans, j'étais en centre de rééducation pour réapprendre les gestes du quotidien, me doucher, me transférer sur le fauteuil, utiliser le fauteuil, faire mes soins, mes autosondages, tout ça. Et dès que j'ai pu être autonome, entre guillemets, je suis retourné dans mon foyer chez mes parents.
Et j'ai repris une vie normale. Et une vie normale veut dire des activités scolaires et extrascolaires. Et moi, j'ai toujours été un garçon dynamique, donc le sport. D'abord avec ma famille, parce que j'ai une famille de sportifs, surtout mon père et mon frère. Donc ça a démarré pour moi par la natation, parce que c'était un petit peu le seul sport qui était accessible en Corrèze au handisport. On parle de ça 20 ans en arrière, hein. Aujourd'hui, on entend parler du handisport, mais il y a 20 ans, c'était encore bien tabou. Et on n'est pas encore sorti de là, hein, attention. Hein. Mais voilà, il n'y avait pas beaucoup de sports accessibles. Il y avait Sarbacane ou natation. Et comme j'avais besoin un peu de me dépenser, c'est parti sur la natation. J'ai pratiqué la natation jusqu'à l'âge de 14 ans, à peu près, en compétition, jusqu'à un niveau national, jusqu'au championnat de France. Voilà, jamais de très grands résultats en natation parce que j'ai toujours eu un gabarit plutôt lourd et j'ai toujours su, hein, j'avais beau m'appliquer, avoir des belles coulées, une belle nage, voilà, je rivalisais pas avec des garçons qui avaient vraiment des physiques de nageurs. Moi, j'étais plutôt un bourrin et je le savais. Donc, à un moment donné, il a fallu que je trouve un sport qui me correspondait un peu plus. Alors, j'ai hésité un moment avec l'athlétisme parce que c'était un sport que j'aimais beaucoup. Je regardais dans les magazines, dans les reportages, le fauteuil d'athlète. C'était vraiment un sport qui me plaisait. C'était vraiment des beaux athlètes. Et à travers des associations, à travers des événements, et aussi l'envie de suivre mon père en vélo, j'ai découvert le handbike, qui est du vélo pour les personnes en fauteuil. Et j'ai commencé tranquillement à 14 ans par faire le tour de chez moi à Issandon, monter à la butte d'Issandon, avec mon père qui m'accompagnait d'abord en course à pied. Donc pour te dire la moyenne, je pense qu'on n'était pas loin, autour des 10 km/h de moyenne, donc c'était pas grandiose du tout. Et petit à petit, il a fallu qu'il prenne un VTT, un vélo de route. Et puis après, je me suis inscrit en club, j'ai commencé la compétition et j'ai pas arrêté de progresser et je progresse encore. C'est pas fini. Voilà. Alors, c'est vrai que cette discipline, c'est quelque chose qui est à part, comme tu l'as dit, l'handisport, c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, mais c'est encore pas généralisé. Cette discipline, elle a été... comment dire, elle a été effectivement de plus en plus développée par les associations. Toi, tu as eu effectivement un lien avec certaines associations qui ont pu effectivement t'aider à développer ça et à t'épanouir dans cette discipline. En fait, si tu veux, le handbike a été créé de mémoire dans les années 90. Donc c'est pas vieux hein, par rapport aux sports comme le vélo qui sont plus que centenaires, hein, même bien plus. Le Tour de France, je crois qu'il a déjà plus de 100 ans. Donc voilà, forcément, nous, on est sport jeune. Les premiers handbike, je peux te garantir que c'est pas ceux que j'ai dans mon garage aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on est sur des vélos qui font 11 kilos, 10-11 kilos. Moi, mon premier vélo, il faisait 23 kilos. C'était un vélo qui, à l'époque, était sorti par Decathlon quand même. C'était le seul handbike qui a été produit en série, grand public. Parce que l'idée de Decathlon, tu sais, c'est le sport accessible pour tous, par tous. Donc, ils avaient voulu faire un vélo qui puisse rendre le sport accessible aux personnes handicapées. Parce que le vélo, c'est quoi ? C'est avant tout la mobilité et la liberté d'être mobile. C'est surtout ça. Pourquoi c'est porté par les associations ? Et aujourd'hui, moi, je suis sur Instagram beaucoup de gens en situation de handicap. Et bien, quasiment tous les paraplégiques ou les mecs en fauteuil ont un vélo ou un handbike, que ce soit en VTT loisirs, des choses beaucoup moins compliquées que le mien, parce qu'honnêtement, la position n'est pas du tout agréable sur le mien. C'est vraiment fait pour faire de la compétition. Mais c'est quelque chose qui rend accessible la mobilité, la liberté de pouvoir se déplacer, de retrouver une autonomie, tu vois. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, je prône ce sport-là auprès des personnes en situation de handicap. Parce que quand ils goûtent à ça, ils ont du mal à s'en passer. Et ils retrouvent un petit peu leurs jambes, entre guillemets, quand c'est suite à un accident de la route, etc. Ça leur fait énormément de bien. Alors, pour avoir vu effectivement plusieurs vidéos de ta discipline, c'est quelque chose qui est très impressionnant. Tu parlais de la position, effectivement. Donc, tu es allongé, les pieds en avant, et tu es allongé pratiquement, effectivement, à l'horizontale. Et tu pousses effectivement les pédales avec tes mains en parallèle, pas en désaxé, pas en désynchronisé. Le premier était comme ça. C'est-à-dire que les premiers handbike, moi je me rappelle, espace des 3 provinces, je devais avoir 10 ou 12 ans.
Et j'ai vu un premier handbike, j'en ai vu avant 14 ans, hein. J'ai vu ce premier handbike et effectivement, les premiers étaient comme un pédalier normal, Ouais. donc en dissocié. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on a essayé, hein, les premières compétitions, même les premiers handbikes étaient comme ça. Mais en fait, morphologiquement, ça ne correspond pas à la morphologie des épaules, des dorsaux et des omoplates. En fait, si tu veux, quand tu es en dissocié comme ça, tes épaules, elles sont contrariées. C'est-à-dire qu'à l'inverse des hanches qui fonctionnent dans ce sens-là, les épaules fonctionnent en simultané. Quand tu commences à vouloir faire ça, forcément, tu te déhanches. Et en fait, tu as une mauvaise transmission de la puissance, tout simplement. D'accord. Donc, on a essayé d'abord comme ça, et on a essayé en simultané, et on s'est aperçu qu'on était plus performant en simultané, tout simplement parce que ça correspond mieux à la morphologie de l'homme, tout simplement. Ok. Alors, la première fois, tu dis, c'est effectivement ton père, hein, qui t'a initié là-dessus. Oui. La première fois que tu vois effectivement ton père arriver avec cette machine, il la sort du coffre. Toi, tu vois ça en premier. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah, je m'en souviens. C'était un Freedom Rider, ce premier handbike, un handbike en acier. Vraiment, quand je le revois aujourd'hui, je rigole parce que très vétuste, un look pas du tout racé. Enfin, c'était une trapanelle, quoi. C'est assez drôle. Mais je me rappelle effectivement du moment de bonheur quand je le vois pour la première fois et que je monte dessus et que je peux le tester. Oui, j'avais le sourire aux lèvres et vraiment, c'était vraiment un vrai moment de bonheur. Aujourd'hui, quand je monte dessus, forcément, c'est moins ça, parce que je sais que je vais souffrir. Mais non, c'était une vraie belle découverte. Oui. Alors, aujourd'hui, donc, le temps a passé et tu as pu effectivement te développer sur cette discipline. Tu n'es plus du tout amateur, tu es même professionnel, t'en vis. Oui. Qu'est-ce qu'un entraînement type? Quand tu pars, tu penses à quoi et comment ça se passe en fait? En fait, Mathieu, il faut déjà revenir... Quand tu t'entraînes, il faut savoir pourquoi tu t'entraînes. Ouais. Donc on s'entraîne pour faire de la compétition sur des distances qui sont entre 60 et 80 km pour les courses en ligne et autour de 20 km pour les épreuves contre la montre. Donc déjà, il y a deux épreuves, il y a deux types d'entraînement. Tu t'entraînes différemment si tu travailles un contre la montre que si tu travailles une course en ligne. Ce qui est très dur, c'est de performer dans les deux. Parce que justement, quand tu viens à tirer d'un côté, tu perds de l'autre. Parce que, par exemple, la course en ligne, c'est quelque chose où c'est plutôt de la tactique de course, de l'endurance vraiment sur du long et pouvoir faire des échappées ou des sprints, des arrivées au sprint. Donc, c'est différent. Un contre-la-montre, c'est plutôt quelque chose de court. Ça va durer une demi-heure. Alors, c'est relativement long, mais c'est quand même court pour nous. Et là, c'est vraiment épreuve maximale. Effort maximal du début à la fin. Il y a une période d'échauffement avant qui dure aussi une demi-heure et c'est beaucoup plus intensif et il faut être très régulier, il faut faire énormément attention à son aérodynamisme, c'est beaucoup plus horlogerie, alors que la course en ligne c'est beaucoup plus instinctif entre guillemets. Donc c'est deux choses différentes. Donc on travaille les deux à l'entraînement. Moi ça fait à peu près, j'ai au minimum quasiment un entraînement par jour. Ça peut arriver avec du bi-quotidien. On est sur des semaines, ça peut vraiment varier en fonction du moment dans la saison et ce qu'on va travailler. Par exemple là l'hiver, on est plutôt sur du foncier où on va travailler du volume, développement aérobie, endurance. C'est-à-dire que là, on travaille le moteur dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on essaye d'apporter du volume d'entraînement. On garde un peu de spécifique parce que le tout, c'est de ne pas être un diesel. Donc, on fait quand même des épreuves de spécifique avec des intensités hautes. Et plus on va arriver proche des objectifs, plus on va réduire les quantités d'entraînement, mais par contre, augmenter les intensités. C'est-à-dire que là, on a tendance à faire du long un peu plus cool et après, on va faire plutôt du court très intensif. Voilà. Et le but du jeu, en fait, une performance, nous, on travaille tout à la puissance aujourd'hui. Alors, la puissance, c'est la même chose que vous avez dans une ampoule. P égale F fois V, la fameuse formule de maths du bac qu'on n'aimait pas. Aujourd'hui, moi, j'utilise tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la capacité à avoir une fréquence élevée avec un couple, une force. Voilà. Donc, on travaille tous les aspects de la puissance. Et plus on arrive vers l'objectif, et bien, plus on rassemble les deux aspects pour avoir une performance optimale. Il y a un petit peu de muscu à côté.
Il y a un petit peu de diététique et il peut y avoir aussi de la préparation mentale, effectivement, et pas mal de suivi médical, kiné, ostéo, etc. D'accord. Voilà. Et après, une séance d'entraînement, elle varie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des séances les plus courtes, elles vont faire 1h30, et les plus longues, elles vont aller jusqu'à 5-6 heures. Voilà, on est vraiment sur un entraînement qui varie en fonction de ce qu'on va aller chercher dans la saison. Plus on est en période de foncier, on appelle ça le foncier l'hiver, plus les séances sont longues, entre 3 et 6 heures. Plus on arrive vers les compétitions, plus elles sont courtes, entre 1h30 et 2 heures. Voilà. Parce qu'en fait, on se rapproche de la distance de course. Parce que le but du jeu, c'est pas d'être performant sur 4 heures si tu cours 1h30. Mais par contre, généralement, quand tu t'entraînes sur 4 heures, l'intensité est beaucoup moins importante que sur 1h30. Donc, si tu n'es pas capable d'enclencher la 4e, généralement, tu n'es pas performant sur 1h30. Ok. Alors, tu parlais effectivement qu'il y avait deux disciplines au sein de ton activité, le contre-la-montre et la course en ligne. Toi, ta spécialité, c'est plus la course en ligne, hein, c'est ça? Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'était plus la course en ligne. Et je vis, j'ai 30 ans. Une épreuve que je détestais, c'était le chrono. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, et ça vient un petit peu du Covid, c'est que comme on a passé le premier confinement avec quasiment 2 mois à la maison, on devait s'entraîner essentiellement sur home trainer. Sur home trainer, donc c'est un rouleau, hein, on s'entraîne sur rouleau, comme un vélo d'appartement. En fait, on est obligé de chercher à avoir un effort moyen, vraiment rester concentré, parce que rester concentré dans son garage, c'est pas marrant. C'est beaucoup moins ludique et ça ressemble beaucoup au chrono, ça en fait. Et quand tu as bouffé 2 mois de ça, et en fait, tu ressors du truc, tu as gagné. Je pensais perdre des capacités, mais en fin de compte, j'ai gagné sur pas mal de paramètres parce que c'est très compliqué. Hein. Faire 2 heures sur un entraîneur, c'est rien à voir à faire 2 heures sur la route. Hein. Ça, tu as l'impression que ça dure 6 heures. Hein. Donc, ça m'a apporté vraiment les qualités pour être sur le chrono. Donc, j'y ai pris goût. Donc, comme j'y ai pris goût, j'ai demandé à mon entraîneur de le travailler. Et aujourd'hui, j'ai bien progressé dessus. Et il me tarde de voir au niveau international ce que ça va donner. Au niveau national, j'étais déjà devant sur les chronos, donc je suis un peu plus devant, mais je veux voir au niveau international ce que ça donne. Par exemple, moi, championnat du monde, j'ai fait 9e en 2019 sur un chrono. Si je pouvais rentrer dans les 5 premiers, ça serait déjà pas mal. Alors, on va parler un petit peu du côté compétition parce que ça m'intéresse beaucoup et je suis assez curieux de ça. Mais il y a un autre aspect, on a parlé technique, on a parlé matériel, mais il y a un autre truc qui m'intéresse, moi, c'est le côté ressenti. Parce que c'est vrai que pendant une course, même pendant un entraînement, tu es très près de la route, tu peux atteindre des pointes à 50, 60 km/h. C'est quelque chose... Plus que ça même, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Comment tu le vis quand tu es effectivement peut-être sur une descente, même en ligne droite? C'est quelque chose qui est assez fou, quoi. C'est des sensations qui sont... C'est vraiment le pourquoi aussi, en dehors de la liberté que ça procure, j'aime beaucoup ce sport. C'est l'impression de vitesse qu'il procure. Voilà. Et que ça soit en vélo ou nous en handbike, l'impression de vitesse que tu as quand tu te propulses par ta propre force, hein, c'est vraiment assez incroyable parce que aller à 40 km/h en voiture, sur le plat, effectivement, tu te rends compte de rien. Mais sur un vélo, tu as vraiment une impression de vitesse et de puissance. Et c'est vraiment kiffant, quoi. C'est vraiment une superbe sensation. Et alors, les descentes, parce que c'est vraiment ça où nous, ras du sol, on est vraiment collé à la route, on fait vraiment qu'un avec la route. Et on a vraiment des sensations de folie. Et puis, on prend une telle inertie à ras de la route, on a une meilleure inertie que sur un vélo traditionnel. La seule limite, c'est notre freinage, quoi. Entre guillemets, hein. On est très facilement, autour des 80 km/h, très facilement. Ah oui. Et après, si on veut prendre des risques, on peut monter plus haut. Ouais. Ouais. Après, ce qui nous limite, c'est le braquet, quoi. Voilà. Ok. Alors... Effectivement, tu peux atteindre des vitesses impressionnantes. Il y a des risques.
Tu en as cité, effectivement. Est-ce qu'il y a eu effectivement des mauvaises expériences, peut-être des accidents, des blessures, des personnes en parallèle sur la route, parce qu'effectivement, tu t'entraînes sur des zones qui sont fréquentées. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont fait qui peuvent potentiellement sensibiliser des personnes qui nous écoutent, quoi? Alors moi, donc ça va faire 16 ans que je pratique le handbike. J'ai eu 2 mauvaises expériences donc avec des voitures. La première, c'était en Angleterre parce que j'ai fait un périple avec un copain en 2012 où on a fait le tour d'Angleterre, voilà, avec en tractant notre matériel, de quoi nous habiller pour 10 jours, de quoi manger, etc. Et on dormait en tapant le soir aux portes chez l'habitant. Donc c'était un périple assez sympa, un peu le Pékin Express en handbike. Et le dernier jour, alors qu'on avait bouclé notre périple, on avait 1500 km, quelque chose comme ça, à 30 km d'arrivée au ferry, je me fais attraper par une voiture dans un sous-bois. Il pleuvait vraiment très fort et il y a une très mauvaise visibilité. Et la voiture a d'abord tapé mon collègue qui était derrière moi en vélo. Et comme lui, il est moins large, ça l'a poussé dans le fossé. Mais moi, comme j'ai le handbike un peu plus large, elle a attrapé ma roue arrière droite. Et donc, ça a arraché ma roue, ça a arraché le cadre et tout. Et par chance, je ne suis pas passé sous la voiture. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était une mauvaise expérience. Il y en a une deuxième qui m'est arrivée en 2018, de mémoire. Où là, effectivement, c'est une voiture sur la route de Béna qui, pareil, m'a accroché le côté gauche en me doublant. Là, la visibilité, elle était plutôt très bonne parce qu'on était sur une ligne droite en pleine journée. Je pense que la personne m'a vu, a voulu me doubler et m'a trop serré. Et par ailleurs, elle s'est pas arrêtée. Donc c'est ça, moi, que je reproche. Les gens en voiture, je comprends que je fasse peur, je comprends que ça étonne, et il peut y avoir des accidents, c'est comme tout. Il y a beaucoup d'accidents avec les vélos, hein, que ce soit en handbike ou sur un vélo traditionnel. Mais si je dois dire quelque chose, c'est quand on met en danger quelqu'un ou qu'on le touche, il faut s'arrêter, quoi. Au moins pour voir si ça va bien. Pour le coup, c'était que du matériel et il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème physique. Mais oui, il y a quelques mauvaises expériences comme ça. Après, des chutes, il y a des chutes en course, ça m'est déjà arrivé. Effectivement, il y a des fois où nous, on est un peu concentré sur la vitesse et des fois moins sur la sécurité. Et des fois, on pense qu'il y a des virages qui vont passer, ils passent pas, ou des ronds-points, ou plein de choses comme ça. Et c'est vrai que je suis déjà tombé. Hein. Tu sais, quand tu vas chercher la gagne, des fois, la ligne, elle est très limite. Hein. Ouais, elle est mince, ouais. Mais bon, bon an, mal an, j'ai pas eu tant d'accidents que ça, et jamais de grave, je m'en suis toujours bien sorti. Donc, bon, je touche du bois. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Mathieu Bosredon. Alors, c'est vrai que quand je t'entends, effectivement, tu as effectivement cette culture de la gagne, cet aspect compétiteur. Comment c'est venu en fait la compétition ? Parce que la pratique effectivement de cette discipline, c'est une chose, mais arriver à effectivement vouloir faire de la compétition, même à un niveau bas, amateur, ouais, c'est quelque chose qui est effectivement spécifique. Il faut effectivement avoir une volonté particulière pour vouloir faire de la compétition. Je pense que ça, on l'a en nous, dans notre caractère. Alors, est-ce que ça vient de l'éducation ? Est-ce que ça vient de paramètres dont je ne maîtrise rien du tout ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu l'as en toi. Quand tu as envie de faire de la compétition, tu le sais, et ça se retrouve, parce que ça se retrouve dans le sport, ça se retrouve à l'école, ça se retrouve avec les copains. Des fois, ça peut même être pénible pour l'entourage, parce que quelqu'un qui est toujours en compétition, moi, on me l'a reproché dans ma vie, de toujours faire... Moi, je fais beaucoup... Dans ma vie, tout est compétition. Ouais. C'est-à-dire, quand je fais quelque chose, je vais toujours vouloir l'amener jusqu'au bout, en retirer le maximum de ce que je peux en retirer. Et c'est vrai que pour l'entourage, des fois, ça va être pénible, parce que tout est sujet à compétition pour moi. Et ça, je pense qu'on l'a en nous. Je pense que mon handicap y est pour quelque chose dans ma situation.
c'est que la première compétition, pour moi, c'était retrouver une vie normale, une vie épanouie. Et pour ça, en fait, il a toujours fallu que j'en fasse plus. C'est-à-dire que moi, pour aller à l'école, c'était un exploit en soi. Il fallait que j'aie accès à l'école et c'était pas du tout facile. Déjà, au début, on m'a testé pendant plusieurs jours. Est-ce que je pouvais rester dans un cursus normal? Donc tout était compétition. C'est-à-dire que moi, pour rester à l'école, il fallait que je prouve que je sois capable d'aller à l'école. Ce qu'aucun enfant a dû faire. Pour monter dans une voiture, il fallait que je trouve la solution pour me transférer, monter dans une voiture. Pour monter un étage ou quand il y a des escaliers, il fallait que je trouve la solution pour passer les escaliers. C'est-à-dire que moi, j'ai tellement eu de murs dans ma vie qui se sont présentés à moi que si j'avais pas eu l'esprit de défi ou de compétition, j'aurais pas pu m'épanouir ou j'aurais eu une vie sociale médiocre. Voilà. Moi, c'est la vie qui a fait de moi que je suis un compétiteur. C'était réussir ou mourir, entre guillemets. Enfin, je ne vais pas dire mourir, mais si tu veux, moi, la vie actuelle, elle n'est pas faite pour un mec en fauteuil. Donc, il a bien fallu se battre à tous les points de vue pour avoir une vie totalement normale. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de moi en disant Mathieu, c'est extraordinaire. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, j'ai juste mis tout en place pour que ma vie soit normale. Alors ça peut paraître extraordinaire par rapport à des gens lambda, mais pour moi, ma vie aujourd'hui est tout à fait ordinaire. Voilà. C'est extraordinaire dans le sens où, effectivement, étymologiquement, c'est hors de l'ordinaire. Voilà. Donc effectivement, on a conscience que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, mais c'est... Pour toi, quand je t'entends, effectivement, c'est pas inaccessible, et c'est surtout, ça dépend effectivement de comment est construit la personne, quoi, tout simplement. Ouais, et si tu veux, je pense que, encore une fois, le handicap a été une chance pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire que aujourd'hui, je n'ai pas de limite. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui limitent les gens, tu vois, dans notre société. Les gens, ils pensent d'abord à leur échec avant de penser à réussir. Moi, j'ai pas de limite. Moi, on me propose d'essayer quelque chose, j'essaye. Et je vois si c'est possible ou pas possible, mais le moins possible. J'ai eu très peu je le prononce pas. Je veux dire, j'ai l'habitude d'essayer les choses. J'y arrive ou j'y arrive pas. Si j'y arrive pas, ça a tendance à m'agacer. Donc, je pousse un peu le bouchon pour y arriver, tout simplement. Aujourd'hui, le mot impossible, il y a très peu de choses. Effectivement, le 110 mètres haies, aujourd'hui, pour moi, c'est impossible. Voilà. Ça, c'est sûr. Mais j'ai essayé de l'enlever de mon vocabulaire et je pense qu'on devrait l'apprendre aux jeunes aujourd'hui, à notre société. C'est-à-dire que plutôt que faire des cours un peu solennels à l'école, etc., faire des cours de développement personnel pour que les gens ils aient confiance en eux et qu'ils arrêtent de se mettre des barrières qui vont leur pourrir la vie de toute leur vie et de croire que les choses sont inaccessibles. Il y a beaucoup de gens qui me disent « c'est incroyable, moi j'arrive pas à faire ça, je suis sur mes deux pieds et toi tu le fais, comment tu fais ?» C'est juste que je me donne les moyens de le faire et juste que je m'autorise à le faire, tout simplement. Et ça, je sais pas comment l'apprendre aux gens, hein. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, c'est la vie qui nous l'amène. Mais c'est sûr que ça a été quelque chose que mon handicap m'a apporté. Tu parlais de certains événements effectivement qui ont fait que qui ont pu te booster. Et pour préparer ce podcast, j'ai vu effectivement certains entretiens que tu as pu faire, certaines interviews. Et dans une de celles-ci, tu disais qu'effectivement, si j'avais le courage d'abandonner quand c'est compliqué, quand ça devient difficile, la vie serait beaucoup plus simple. C'est-à-dire que moi, j'ai compris ça comme quelque chose qui, pour toi, l'abandon était impossible. C'est-à-dire que c'est différent parce que le commun des mortels, on va dire, l'abandon, quand c'est difficile, c'est plutôt simple d'abandonner, quoi. Mais pour toi, c'est pas que c'est simple, c'est pas que c'est difficile d'abandonner, c'est que c'est complètement impossible, quoi. Ouais, ça, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des fois où effectivement j'aimerais trouver la force d'abandonner. Tu vois, c'est marrant à dire, hein, mais c'est tellement intégré en moi que je peux pas abandonner. J'ai jamais abandonné une course. La seule fois où j'ai abandonné une course, ça a été vraiment terrible. Je me rappelle, c'est en Afrique du Sud.
c'est parce que j'étais vraiment malade et j'ai essayé d'aller jusqu'au bout. Même j'avançais à 3 km/h et je pouvais plus avancer, quoi. Clairement, je pouvais plus avancer. Et je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas une option. Pour moi, abandonner, c'est pas une option. Pour moi, c'est plutôt même une honte. Pour moi, c'est dans ce sens-là où je dis que avoir le courage, c'est-à-dire que moi, j'aurais tellement honte d'abandonner que je peux pas. Voilà, je peux pas. Et puis c'est pas une option. J'arrive pas à abandonner. J'ai jamais réussi sur n'importe quel thème de ma vie et j'ai jamais rien abandonné. Voilà. Ça m'arrivera peut-être un jour. Il y a même des fois où je me dis, Mathieu, allez, c'est bon, t'es vanné, t'es fatigué, l'entraînement c'est dur et tout, t'as fait ton temps, il y a des impacts dans ta vie familiale, sentimentale, vas-y, tu pourrais arrêter, mais j'arrive pas, impossible, je peux pas. Alors, pour en arriver effectivement à ce niveau où tu fais partie effectivement comme je disais un peu en introduction, d'une élite, hein, c'est objectif, hein, international. Et du coup, tu as pu être accompagné sur tes préparations mentales ou physiques par des personnes qui t'ont suivi, que ce soit des coachs, des entraîneurs, tu parlais de personnel médical aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les personnes qui t'ont accompagné pendant tout ton développement, en fait. Aujourd'hui, effectivement, dans le sport de haut niveau, on voit apparaître effectivement tout ce qui est préparateur mental ou coach mental. Bon, moi je t'avoue que je ne suis pas un adepte du coaching mental. J'en reçois pas forcément le besoin parce que je suis conscient aujourd'hui de mes craintes, de mes peurs quand j'aborde des courses. Je suis vraiment en phase avec ça et j'ai toujours trouvé les parades où j'ai toujours trouvé les solutions pour que je ne sois pas paralysé par mes peurs ou mes craintes lors des courses. Et honnêtement, je pense que mon mental ne pêche pas, que c'est beaucoup plus souvent mon physique qui pêche que mon mental. Et ça, peut-être que c'est différent pour d'autres athlètes, mais et encore une fois, ma vie, elle a tellement été plus dure jusqu'à que je devienne adulte. Enfin, je veux dire, avoir une copine, c'était une mission impossible. Aller à l'école, au début, ça a été mission impossible. Avoir le droit de passer des examens, ça a été mission impossible. Avoir le droit de partir en classe de neige ou en vacances, c'était mission impossible. Je veux dire, aujourd'hui, pratiquer du sport, se faire plaisir et essayer de gagner, enfin, je veux dire, c'est d'une facilité déconcertante, entre guillemets. Et moi, je suis tellement conscient que ce que je fais, c'est du bonheur. C'est vraiment que du plus, que je serais mal placé pour dire que c'est dur, quoi. Enfin, bien sûr que c'est dur dans la pratique physique et il y a des choses, le Covid nous a pas aidés, il y a des fois où, mais moi je relativise, quoi. Je veux dire, dans une société où il y a des gens qui se lèvent à 4h du matin pour gagner un SMIC, faire vivre leur famille, il y a des choses beaucoup plus dures que ce que je fais. Donc moi j'ai la chance de pratiquer un sport où je me fais plaisir, où je suis vraiment bien dedans, je donne le maximum. Alors bien sûr il y a mon entraîneur qui a ce rôle un petit peu de coach mental, dans le sens où il me pousse toujours à aller chercher plus, c'est-à-dire qu'avec lui je vais pouvoir me braquer, je vais pouvoir me mettre en colère ou être pas d'accord avec lui, et lui il aura toujours le petit truc, il a compris, c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un... dès que tu me pousses un petit peu dans mes retranchements, c'est là où je sors le meilleur. C'est-à-dire que il faut pas me dire que je suis beau, que je suis bon. Au contraire, il faut plutôt me dire que je suis mauvais, que ce que j'ai fait, il faut plutôt mettre le doigt là où ça va pas. Et je suis quelqu'un de plutôt orgueilleux. Et c'est-à-dire que c'est comme ça que je vais chercher la performance. Dans un milieu où tout serait aseptisé, où tout irait bien, serait facile, je performerais pas. Moi, je performe dans la difficulté quand c'est difficile. Donc, oui, le coaching mental a sa place pour des athlètes qui ont des parcours relativement basiques, entre guillemets, qui ont une vie normale, qui n'ont pas eu de difficultés. Et leur première difficulté qu'ils affrontent dans leur vie, c'est la compétition. Et moi, j'en ai affronté tellement avant de franchir une ligne de départ ou une ligne d'arrivée que les outils, je les ai. Et je pense que c'est ce qui peut différencier le sportif handisport du sportif valide. Voilà, ça c'est clair.
Et pour en avoir discuté, je ne veux pas être présomptueux, hein, pour en avoir discuté avec des entraîneurs qui m'ont suivi, comme Laurent Lagier, il m'a dit ouais, ça c'est quelque chose qu'on voit. C'est-à-dire vous partez à l'entraînement, il m'a dit une fois je vous ai suivi en stage à Vichy, il faisait -2, vous mettiez pas de gants, moi je voulais pas sortir le vélo, personne ne serait parti rouler, vous partez la fleur au fusil comme ça, on comprend pas pourquoi, mais parce que nous ça nous paraît normal, quoi. Je veux dire, on n'a pas ces barrières qu'on peut avoir quand on n'a pas connu la difficulté. Je veux dire, moi je suis avec des gars qui ont passé 1 an brûlé de la tête aux pieds, j'ai avec des gars qui ont fait des détresses respiratoires ou qui ont fait des mois de coma, ou alors qui ont mis des années avant de pouvoir ne serait-ce que se rasseoir dans un fauteuil. Ils ont passé peut-être 1 an allongé sur le ventre. Donc ouais, on est dans des situations où en fait ce qu'on vit nous c'est facile par rapport à ce qu'on a vécu. Donc le coaching mental c'est plutôt dans le sens effectivement de mentaliser la préparation. Alors ça, on a eu quelques cours, mais qui sont des cours basiques, hein, d'ordre général. C'est-à-dire de dire, voilà, quand vous abordez une course, comment éviter vos pensées parasites, comment vous concentrer sur l'objectif, mettre un petit peu en sommeil les peurs. C'est-à-dire qu'on a tous des peurs, hein. Est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que je suis assez reposé? Est-ce que j'ai les bonnes sensations? Est-ce que je vais gagner? Il peut y avoir aussi la question à se poser, c'est est-ce que je vais perdre? Il y en a qui se posent cette question, qui ont peur de perdre. Voilà. Donc effectivement, il y a des petits principes de base à mettre en place, mais ça c'est relativement simple. Moi, c'est des routines. C'est-à-dire que le jour de la compétition, j'ai instauré une routine du moment où je me lève au moment où je suis sur le départ de la course. Et ben, c'est calibré minute après minute. Et en fait, mon cerveau, il n'a pas besoin de penser à autre chose qu'aller faire la course. Voilà. Mais effectivement, je ne suis pas un fanat de préparation mentale. Tu parlais du handisport et de la considération du handisport tout à l'heure. C'est quelque chose qui a évolué. C'est pas encore effectivement généralisé. C'est évidemment en pleine évolution. En France, peut-être à la différence d'autres pays, par exemple en Angleterre, au Royaume-Uni de manière générale, on a une considération qui est différente pour avoir fait quelques recherches dessus. Et même un simple exemple, au niveau de l'appellation, on appelle effectivement les athlètes handisport des superhumains. Ouais. Et là, on a effectivement une considération un peu différente. Alors, il y a eu effectivement dans l'évolution, par exemple, lors des Jeux Paralympiques, que ce soit Rio ou les éditions précédentes, une augmentation, par exemple, de la visibilité sur France Télévisions, par exemple. Mais selon toi, où on en est un petit peu par rapport à ça ? En fait, c'est des mouvements de société. On a beaucoup de retard. Effectivement, tu parles des nations anglo-saxonnes, sont bien plus avancées là-dessus que nous. Mais pourquoi ? Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est plus une question pour eux. Nous, aujourd'hui, c'est encore une question. On essaye de l'intégrer à la société, on essaye de rendre les lieux accessibles, on essaye de rendre notre société accessible, que ça soit dans la rue, à l'école, dans les lieux publics, dans le divertissement, voilà. Il y a aussi que le handicap a été stigmatisé, c'est-à-dire que chez nous, c'était une tare, le handicap, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas capable, qui était plutôt incapable. Et en fait, on a mis du temps à comprendre que c'est pas parce que tu étais en fauteuil, c'est pas parce que tu étais aveugle ou sourd ou je ne sais quel autre handicap que tu ne pouvais pas avoir des compétences à côté. Je veux dire, moi, ça m'a jamais empêché d'aller à l'école, ça m'a jamais empêché de prendre des diplômes, ça m'a jamais empêché d'aller travailler. Par contre, ça m'a empêché d'avoir des entretiens d'embauche. Ça m'a empêché d'avoir des emplois, même si j'avais les compétences. Et c'est marrant parce que j'ai même pris des moyens détournés des fois lors d'entretiens pour une fois que la personne arrive à l'entretien, que ça soit elle qui soit étonnée de me voir en fauteuil. Et c'est marrant parce que si je faisais l'entretien en disant d'entrée de jeu que j'étais en fauteuil, il n'y avait souvent pas de suite. Je disais rien, j'étais pris, j'avais un CV qui était pas trop mal. Et au moment où je devais arriver à l'entretien, là je voyais le problème de notre société qui était une gêne, un mal-être, et on est en train de le gommer. On est en train de le gommer
grâce aux Jeux paralympiques. Effectivement, les éditions précédentes ont été quand même des succès. On a beaucoup plus de records d'audience, c'est-à-dire que les gens regardent du handisport aujourd'hui et c'est quand même bien. Mais par contre, les gens considèrent encore que le sport handisport, c'est pas vraiment du sport. Voilà. Ça peut être un divertissement, mais on n'est pas en face de vrais athlètes. Tu vois, on a encore cette réflexion-là. Les anglo-saxons, pas du tout. Quand tu vas avoir un événement en Angleterre, les stades sont remplis. Chez nous, quand tu vas faire une course, tu vois plus de vaches que de spectateurs. Moi, je fais des courses en Italie ou au Canada. C'est autographe, t'es sollicité par la population. Les gens ont vraiment beaucoup d'engouement. Ils regardent une course, tout simplement. Ils regardent pas un mec en fauteuil ou un mec avec un handicap. Ils regardent une compétition, une course, et ils y prennent du plaisir. Alors que nous, on a du mal à détacher le sportif de l'handicap. Et ça, c'est encore compliqué. Ça va prendre un peu de temps. Il y a des reportages qui sortent, il y a des films. Il y a quand même beaucoup de travail en ce moment qui est fait pour que ça devienne beaucoup plus banal et que ça soit plus une question. Et moi, j'ai un copain que j'aime beaucoup, qui est Michael Jérémiaz, qui a une association qui s'appelle Comme les autres. Et si tu veux, l'objectif, c'est de réclamer le droit à l'indifférence. Tu vois ? C'est-à-dire que les gens regardent la personne plutôt que son incapacité, quoi. Voilà. Et ça prend du temps, mais effectivement, par exemple, un comptable, est-ce que c'est un problème qu'il soit en fauteuil? Voilà. Effectivement, pour être électricien, c'est plus compliqué. Mais quand tu as les capacités de faire l'activité, le handicap n'est plus un problème. Mais ça va prendre du temps. Et les films, on a eu Intouchable. Aujourd'hui, c'est même ce qui est assez drôle, c'est que c'est même l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je cherche les films sans handicap. Mais non, j'ai l'impression que c'est devenu la clé de la réussite du film. Et ça, c'est un peu navrant. Il ne faut pas aussi que ça tombe de l'autre côté pour être dans le pathos, etc. C'est pas ce qu'on recherche. Non, moi, ce que je recherche, c'est que ça soit banalisé. C'est-à-dire que tu aies un handicap, tu puisses aller à l'école, que tu puisses faire partie de la société, que tu puisses accéder aux loisirs, à l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des personnes en situation de handicap ne travaillent pas et n'ont pas accès à l'emploi, donc c'est une vraie question. Mais c'est une vraie question dès l'école, en fait. Parce que moi, je me bats pour ça. Il faut que les regards ils changent dès l'école. Et moi, je le vois, hein, aujourd'hui, les jeunes, c'est beaucoup moins, le handicap est beaucoup moins une question pour les jeunes que pour ma génération, les générations d'avant. Et plus ça va aller, plus ça va être banal. Et ça sera comme le racisme à l'époque. C'est celui qui mettra le doigt dessus qui passera pour un con après. Et là, on aura gagné. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Mathieu Bosredon. Alors, en fait, dans toute ton évolution, au niveau de la compétition, tu as pu avoir effectivement différentes expériences à l'international. Tu as fait beaucoup de compétitions, évidemment, à l'étranger. Et en 2016, tu as effectivement la possibilité de participer aux Jeux paralympiques de Rio. Ça, c'est une expérience assez forte, parce que moi je me souviens effectivement, j'ai fait effectivement du sport dans ma jeunesse. Mon rêve ultime, c'était effectivement de participer aux Jeux. Je me souviens effectivement, on est à peu près de la même génération, on est trentenaires tous les deux. Je me souviens des Jeux d'Atlanta en 96. Moi c'est le premier souvenir des Jeux Olympiques que j'ai, et je me disais un jour j'y serai. Et bon, ça c'est pas fait, bon, c'est comme ça. Mais toi tu as pu avoir cette chance-là de pouvoir participer à ça. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? J'ai envie d'avoir ton ressenti. C'est comme tous les rêves, en fait. En fait, tous les rêves, au début, tu les idéalises, et c'est ça le plus incroyable dans le rêve. C'est-à-dire que le jour où on t'annonce que tu vas faire ce dont tu rêves pendant des années, des dizaines d'années, c'est ce moment-là qui est vraiment incroyable et vraiment délectable. L'événement en lui, il est magique, mais c'est vraiment le moment où tu te rends compte que tu as la possibilité de le faire. Moi, ça s'est fait en me qualifiant sur les championnats du monde de 2015 en Suisse. Et je me rappelle, j'ai mon père au téléphone, je pleure parce que je sais qu'avec le résultat que j'ai fait, je vais enfin accéder à mon rêve. Et une partie
une partie du contrat était déjà remplie. Bon, alors après, bien sûr, j'avais l'envie de performer et de faire la meilleure performance possible et de gagner d'ailleurs. Mais déjà, le jour où je comprends que je peux le faire, c'est vraiment incroyable. Et après, il y a l'entrée au stade, l'ouverture des jeux. Quand tu rentres dans le stade, ouais, là, c'est vraiment incroyable, quoi. C'est feu d'artifice. Tu as même du mal à comprendre ce qui se passe. Après, ça reste une compétition. Ça reste une compétition, mais qui est vraiment médiatisée dans le monde entier. La Terre s'arrête un petit peu pendant ces 15 jours de compétition. Tu es énormément sollicité, tu passes sur les plateaux, tu touches pas trop au sol, quoi. C'est vrai que tu es sur un petit nuage, sur un rêve. Et c'est vraiment des jours de bonheur. Après, il y a quand même pas mal de tension. Attention, quand tu es sur cet événement-là, c'est plus facile de vivre cet événement en extérieur qu'en intérieur. Parce que quand tu es à l'intérieur, surtout pour moi, j'étais sur la 2e semaine. Donc ça veut dire que quand tu es sur place, toute la première semaine, tu entends les médailles tomber. Tu entends les gens performer, tu entends les défaites, tu entends les victoires. Et toi, tu attends. T'attends, t'es dans le village olympique, il faut garder la forme, il faut continuer à s'entraîner, mais quand t'es à Rio, faire du vélo et tout, c'est pas si simple que ça, donc on galérait quand même un petit peu. Et puis c'est une marmite, quoi, les Jeux, c'est 11 000 athlètes dans le village olympique, donc il y a vraiment une émulation qui est très forte. Donc il y a eu des moments de pur bonheur, et il y a eu des moments de grosse tension, vraiment de grosses tensions, de doutes, mais encore une fois, dès que tu mets le pied sur la ligne de départ, ben voilà, tout s'envole. Après, j'ai eu l'erreur du débutant, entre guillemets, c'est que j'étais tellement dans l'euphorie du truc, quand je courais, en plus, je me sentais dans une forme olympique, c'est le cas de le dire. Donc j'ai pas trop regardé, j'ai pas été très concentré sur cette course. C'est vrai que c'est ce que je peux me reprocher aujourd'hui. J'ai pas été très concentré sur la performance. Je voulais gagner et j'en mettais partout, quoi. C'est-à-dire que ça attaquait, j'attaquais, ça sortait en échappée, je sortais en échappée. Et je me sentais tellement heureux sur cet événement et en forme que j'étais convaincu de toute façon que j'allais gagner. Mais sur la fin, j'ai bien vu qu'il y avait des clients. Quand la gagne est partie, j'ai bien senti que je coinçais un peu. Et après, quand je fais encore une autre erreur, c'est quand je vais chercher la 3e place. Donc quand je décide de passer à l'attaque dans les 700 derniers mètres, je devais être en 8e ou 9e position et je récupère à 200 mètres le Belge qui était 3e. Donc c'était un long sprint de 500 mètres. Et dans ma tête, quand je le passe, je suis 3e, quoi. Donc il se passe quelque chose dans ma tête. Quand je prends le dernier virage, je me dis, Mathieu, tu vas prendre une médaille olympique. Je me revois me le dire. Et j'ai eu ce moment de déconcentration. Et là, j'ai mon concurrent français qui passe la roue à l'intérieur du virage. Et là, tout s'écroule. Je me rappelle, autant d'un coup, je me suis dit, tac, tu vas être sur le podium olympique. Et dans la même seconde, je me suis dit, quel con. Tu n'y as pas été attentif. Le garçon est encore là. Il vient de te passer l'intérieur. Et c'était vraiment une arrivée spécifique, c'est-à-dire que quand tu passais le virage, tu étais obligé de t'écarter, tu perdais 2 mètres, il restait 100 mètres pour l'arrivée, et ben je les ai mangés, 2 mètres. Voilà. Je fais 4e. Bah, c'est une super place quand même. Non. Beaucoup de déceptions. Si tu veux, ça a été vraiment un ascenseur émotionnel, parce que je te dis, en 700 mètres. 700 mètres à l'allure où on est arrivé, ça passe... les décisions, il faut les prendre très vite. T'as quand même 65 bornes de course dans la tronche avec plus de 40 de moyenne, donc t'es quand même un peu fatigué. Et à 200 mètres, tu te dis putain, je vais ramener une médaille, quoi. Et à 150 mètres, tu l'as perdu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il se passe plein de choses en 20 secondes, il se passe énormément de choses. Et oui, j'ai eu beaucoup de déceptions à l'arrivée. J'ai pu après prendre la mesure de la chose. C'était pas mauvais en soi parce que j'arrive peut-être à moins de 10 secondes de la gagne parce que devant, c'était pas à des années-lumière non plus. Et je perds ce podium pour que dalle, quoi. L'équipe de France et courir pour son pays. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'était un objectif dès le début, c'est une fierté, Ça a toujours été une fierté de porter le maillot de l'équipe de France.
Surtout le premier maillot à mes 18 ans, première sélection. Je crois que je dois encore l'avoir, la tenue. C'est vraiment quelque chose. Le jour où on te donne ton pactage, équipe de France et tout, t'as vraiment une émotion qui est très forte. Et après, ça passe un peu dans le sens où tu t'y habitues. Ouais. Et c'est comme tout, quand tu t'y habitues, ça perd un peu de sa saveur. Mais sur des gros événements, quand tu as la chance de pouvoir avoir le France dans le dos, tu as quand même une pression par rapport à ça parce que tu veux bien faire pour toi et pour la nation. Maintenant, l'équipe de France, c'est pas facile à gérer aussi parce que c'est beaucoup de concurrence en interne. On a un sport d'équipe qui est constitué d'individus, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories et la performance, elle est quand même sur l'individuel. Donc, il y a des caractères, il y a des confrontations. Donc ça, à l'intérieur, c'est pas facile. Voilà. Après, forcément, dès que tu peux prendre un départ de course avec le maillot bleu, blanc, rouge sur les épaules, c'est la grande classe quand même. C'est clair. Aujourd'hui, tu fais partie de l'équipe Cofidis. Oui. Donc, c'est effectivement, pour se représenter, c'est effectivement comme au Tour de France, ce ne sont pas des équipes nationales, c'est des équipes professionnelles, mais sponsorisées par des marques, avec des directeurs sportifs. Mais déjà, ce principe-là, le fait qu'ils aient créé une équipe handisport Cofidis, parce que Cofidis, c'est une équipe professionnelle valide qui, depuis 10 ans, s'est intéressée au handisport et a créé une structure handisport, donc accompagne des athlètes handisport. Alors, au début, ça a été on vous donne des maillots et vous courez avec les maillots. Puis petit à petit, on a intégré des stages. Puis petit à petit, on a eu des entraîneurs et des kinés. Et aujourd'hui, un staff médical et des mécanos sur les courses. Tu vois, et ça y est, aujourd'hui on se professionnalise, on va même avoir peut-être des primes sur les compétitions, c'est des choses qui étaient impensables. Et dans 10 ans, peut-être que toutes les équipes professionnelles valides auront une structure handisport professionnelle. Et là, on aura gagné. On aura fait ça, on aura gagné. Mais tu sais, le handisport, pour moi, c'est comme le sport féminin. Ça prend du temps. Parce qu'il faut savoir que les filles font le Tour de France, sont professionnels, mais on en parle beaucoup moins. Non, oui. On les voit même pas, effectivement. C'est dommage. À la télé, non, il y a beaucoup de sports où c'est pas une question. Tu vois, en natation, les filles, elles sont au premier plan. Tu prends le tennis, les filles sont au premier plan. Il y a plein de sports où elles sont au premier plan. Et nous, le vélo, on est encore un truc de macho. Ouais. Et que ça soit le sport féminin ou le handisport, parce que le handisport, c'est quand même... si tu veux, on a eu ça au début chez Cofidis, c'est-à-dire que ça pouvait être caricaturé comme en disant ouais, les mecs ils ont une équipe d'handicapés dedans, hein, super, tu vois ce que je veux dire. Ça pouvait chez les professionnels, ça pouvait avoir cette connotation là où c'était un peu trop une équipe sociale, tu vois ce que je veux dire. Et donc moins attiré vers la performance, ce qui est complètement faux, mais ça prend du temps. Alors aujourd'hui, tu as des équipes qui donnent des subventions, des choses comme ça. Mais moi, je pense que dans le futur, il faut absolument qu'on ait des équipes professionnelles qui structurent des équipes handisport. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est des individus qui avons des partenaires. Alors moi, je fais partie de l'équipe Cofidis, mais ça ne suffirait pas. J'ai obligatoirement d'autres partenaires à côté. Je suis obligé de me créer une structure pour pouvoir... payer mes déplacements, mes stages, de l'encadrement, des entraîneurs, etc. Voilà. Et puis pour pouvoir vivre, parce que je ne peux pas pratiquer autant d'heures de vélo que je fais actuellement et avoir un emploi à côté. Ça, j'ai essayé, hein, c'est tout simplement impossible. Tu peux le faire, mais tu ne performes pas. Tu ne performes pas parce que au moment où tu dois récupérer, tu dois aller bosser, obligatoirement. Ouais. Donc c'est vrai qu'effectivement ça a pu débloquer des choses, le fait que ça se professionnalise comme ça. Il y a du taf. Il y a du taf encore. Pour revenir un petit peu au développement, à ton développement dans la discipline, on parlait d'accompagnement tout à l'heure, de personnes qui ont pu te suivre.
Mais que ce soit dans le sport ou dans ta vie de manière générale, est-ce que tu as eu effectivement des modèles, des mentors, des personnes que tu as essayé d'imiter? Tu parlais alors Antoine Jérémias? Michael Jérémias. Michael Jérémias. C'est le tennis, hein, c'est ça? Ouais. Alors Michael, moi j'essaye alors je pourrais jamais faire aussi bien que lui, parce que c'est un garçon qui parle très bien et qui a, à côté de la performance sportive, développé beaucoup de compétences, de conseils, etc. aux entreprises. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a très bien fait sa reconversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis un athlète, demain qu'est-ce que je serai? Moi aujourd'hui, Michael, je l'admire pour ça. C'est-à-dire qu'il est aussi bon entrepreneur aujourd'hui qu'il était sportif de haut niveau. Voilà. Et en plus, il est sur des secteurs d'activité où il essaye de promouvoir le handicap, le handisport, le sport santé. Il fait des films, il fait des reportages, il essaye de bouger les mentalités. Il est aussi consultant sur des émissions de télé, sportives, etc. Donc lui, vraiment, il prouve qu'on peut être en fauteuil, réussir professionnellement, même réussir à la télé. Enfin, je veux dire, c'est vraiment la réussite pour moi, ce garçon. Sportive et extra-sportive. Après, sportivement, mon premier athlète, c'était Joël Janot. Joël Janot, c'est un périgourdin. C'est le premier athlète que j'ai vu sur Handisport Magazine. Et pour moi, c'était l'athlète le plus beau. C'était l'athlète français le plus beau sportivement. C'est-à-dire qu'il était très athlétique, musculeux. Il dégageait à l'image beaucoup de puissance. Et voilà, moi, j'avais envie de ressembler à un athlète comme ça. J'ai pas la prétention de ressembler à ça aujourd'hui, mais... voilà, c'est ce qui m'a fait vouloir faire du sport de haut niveau, c'est essayer d'avoir de la gueule comme il avait de la gueule, quoi. Quand je le voyais dans un fauteuil, après il a fait du handbike et pareil, hein, il avait de la gueule aussi dans le handbike. Moi aussi, je voulais avoir ça, quoi. Après, j'ai eu la chance, j'ai eu des bonnes rencontres, hein. J'ai eu la chance d'avoir un président de club qui était ancien cycliste et atteint de polio, donc qui a tout fait pour moi aussi pour que je puisse gravir les échelons. J'ai eu aussi mon premier entraîneur, Laurent Lagier, qui est un passionné de sport et qui, je pense, j'avais autant d'admiration pour lui qu'il en avait pour moi. C'est quelque chose, on peut pas trop se le dire, ça, mais ça se voyait. Il avait beaucoup de considération pour moi, et moi, en tant qu'athlète, je trouvais assez extraordinaire aussi, parce que c'était un garçon qui faisait des Ironman, donc des exploits sportifs colossaux, qui a terminé dans les 10 ou les 15 à l'Ironman d'Embrun, donc un sacré bonhomme, en plus presque 2 mètres de haut. Enfin, sportivement, c'était un sacré bonhomme. Donc lui, il était dur. Lui, c'était un entraîneur qui était assez dur, qui est un peu comme moi, un peu caractériel. Et du coup, je pense que sur le démarrage, ça m'a beaucoup apporté. Et ça m'a permis de me dépasser. Et voilà, c'est mes points de départ. D'accord. Alors, est-ce que, on arrive à la fin de ce podcast, est-ce qu'il y a des mantras, des citations que tu te dis pour te motiver? Est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent un peu en pensée dans les moments compliqués ou même dans les moments normaux pour t'aider à avancer? J'ai pas spécialement de citation. Pour moi, voilà, mon seul fil conducteur, c'est de me dire de toute façon, tant que j'ai pas abandonné, j'ai pas perdu. Voilà. C'est mon seul fil conducteur. C'est-à-dire que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je refuse d'abandonner et je considère que les gens qui abandonnent ont perdu. Voilà. Et moi, comme je suis pas un perdant, j'abandonne pas. Voilà. Les prochains rendez-vous à l'international ou même au national, tu as été champion de France là récemment. Ouais. Quel est le prochain rendez-vous Ben alors, cette année est encore un peu compliquée. On a référencé 2 Coupes du Monde, une en Italie, une en Belgique. Donc ça sera pour le mois de mai. Elles seront sur 2 semaines l'une après l'autre.
En juin, il y a les championnats du monde au Portugal. Entre-temps, on va essayer de faire des internationales, mais c'est très compliqué. Avant le mois d'avril, on n'a pas grand-chose. C'est très compliqué aujourd'hui de se projeter avant le mois d'avril. Il y a des compétitions internationales qui ont déjà sauté. Je vais tenter d'aller faire des contre-la-montre nationaux chez les valides. A priori, il y en a qui semblent bien vouloir voir le jour au mois de mars. Donc je vais tenter de faire ça. Mais il n'y aura pas beaucoup d'événements internationaux. 2 Coupes du Monde, un championnat du monde et peut-être 1 ou 2 P1 avec peut-être un championnat d'Europe, mais on ne sait pas encore. Alors, tu es bréviste de naissance. Oui. C'est une question qui est un peu rituelle sur ce podcast. Est-ce qu'il y a des endroits à Brive ou aux alentours où tu aimes te retrouver, qui te rappellent des souvenirs particuliers ou pour te ressourcer? Ouais, moi il y a un endroit que j'aime bien, c'est le Saillant. Tous les étés on y va, c'est vraiment notre piscine, quoi. On n'a pas de piscine, nous on va là-bas, hein. Moi je veux pas de piscine, je suis aussi bien dans la rivière. Donc ça c'est un coin que j'aime beaucoup. Après moi j'ai mes parents qui habitent à Issandon, donc là c'est pareil, hein, c'est la pleine campagne, donc c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est très paisible. J'aime bien aller chez les voisins, mes anciens voisins agriculteurs, parce que moi je suis un paysan dans l'âme, hein. J'aime beaucoup être dehors et voilà, c'est des coins qui me plaisent bien. Mais après, j'ai pas de coin spécifique. Toute la Corrèze est magnifique de toute façon. Qu'on aille sur le Causse, qu'on approche le Lot ou la Dordogne. Voilà, je pense qu'on a la chance d'avoir de superbes coins, que ce soit au niveau des rivières, des forêts, des lacs. Je pense qu'on a une qualité de vie que beaucoup peuvent envier. Et on le voit en ce moment, les Parisiens essayent de nous envahir, mais on fait front. Un grand merci Mathieu d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de savoir un peu plus qui est Mathieu Bossredon et d'en savoir un peu plus sur cette discipline, l'univers et la place du sport paralympique. Un immense merci à Mathieu Bossredon d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources. Allez y faire un tour. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça compte énormément pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.